Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer le parcours assez fascinant de James D. Sachs. Bonjour, oui, un nom qui évoque sûrement des souvenirs. Exactement. Si on pense à l'Amiga dans les années 80-90, bon, Defender of the Crown, c'était visuellement waouh. Ah oui, une claque graphique à l'époque. Et puis si on avance au PC des années 2000, l'économiseur d'écran Marine Aquarium, qui ne l'a pas eu? C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que derrière ces deux trucs si différents, c'est le même créateur. Incroyable. Alors, on va essayer de retracer un peu ça aujourd'hui, comprendre comment cet ancien de l'Air Force américaine est devenu artiste, programmeur de jeux vidéo, Oui. avant de créer ce logiciel, ce phénomène mondial, un peu par hasard, enfin on verra. Pour ça, on s'est basé sur quoi? Il y a sa bio, j'imagine. Oui, des éléments biographiques, et puis une interview de Sachs, elle date de 2009. Et aussi une vidéo qui analyse un peu l'histoire de son fameux aquarium. D'accord. Donc l'objectif, c'est de voir comment il a d'abord marqué l'histoire du jeu sur Amiga avec ses graphismes. Oui. Et puis comment, à partir d'une frustration, en fait, il a créé ce succès logiciel inattendu, mais super durable. Allez, on commence par le début, avant l'Amiga même, le Commodore 64. C'est ça. Il y a eu Saucer Attack, un petit jeu qu'il vendait par correspondance et apparemment ultra piraté. Ah oui. Sachs disait en rigolant que c'était le jeu que tout le monde avait mais que personne n'a acheté, quoi. Le classique. Et c'est ça qui l'a fait remarquer pour l'Amiga. Oui, ça l'a mis sur les radars et ça l'a mené à l'Amiga. Aware pour Defender of the Crown en 86. Grosse ambition, hein. Énorme. L'idée, c'était de faire des graphismes jamais vus, hyper détaillés. Et ça a marché? Ah oui, ça a bluffé tout le monde, même CinemaWare. Ce niveau de détail, la façon d'utiliser les couleurs de l'Amiga, presque photoréaliste pour l'époque. C'était fou. Ça a vraiment changé la donne pour les graphismes de jeu. Apparemment, ils lui ont même dit, un peu gêné par son petit salaire, franchement, on s'attendait pas à un boulot d'une telle qualité. Incroyable. Et il n'a pas fait que ça, hein. On retrouve sa patte ailleurs. Ben oui, il a bossé sur Ports of Call, les écrans titres pour la version Amiga de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Centurion aussi. Et puis les interfaces, les animations de démarrage pour les Amiga CDTVF et CD32, c'est lui aussi. Exactement. Une touche graphique vraiment reconnaissable. Et ensuite, Defender of the Crown 2. Oui, alors là, c'est un projet colossal. Il a quasiment tout refait tout seul pour Commodore, la prog, l'histoire, la musique, les graphismes, même les traductions. Un boulot de dingue. Ah oui, un travail de titan. Mais ça se termine mal cette histoire, non? Oui, c'est un peu le drame. Ça montre bien la fragilité du secteur à l'époque. Commodore dépose le bilan juste après que le jeu soit fini. Oh non. Et donc Sachs n'a jamais touché un centime de royalties. Juste quelques copies du jeu. C'est un peu amer comme fin pour l'aventure Amiga, malgré tout le succès créatif. Dur. Et c'est après ça, après ces hauts et bas financiers, qu'arrive l'idée de l'aquarium. D'une autre frustration cette fois. C'est exactement ça. Il était hyper déçu par l'économiseur d'écran Underwater de Microsoft livré avec Windows. Ah oui, le truc basique avec des poissons en bitmap qui bougeaient. Voilà. Pour lui, c'était trop simpliste. Il aurait dit un truc du genre « Bon, ça suffit, je vais les attaquer sur leur propre terrain ». Une réaction typique de son exigence visuelle, quoi. Et il s'est inspiré de ses propres travaux sur Amiga. Tout à fait. Il avait créé un truc qui s'appelait Amiga Lagoon, pour un logiciel graphique Brilliance. C'est un peu la base. Et techniquement, comment il a fait ça? Alors, il a utilisé Lightwave pour la modélisation 3D. Un gros logiciel déjà à l'époque. Il a programmé en C++ avec DirectX, qui était incontournable sous Windows pour la 3D. D'accord. Et pour le réalisme, il s'est basé sur des photos de vrais poissons, de vrais coraux, prises dans une animalerie en Californie, Pet World. Ah, le souci du détail. Toujours. Et le résultat, donc, Seong Sri Noin Aquarium, sorti vers 2000-2001. C'est ça, bêta en 2000, version 1.0 fin 2001. Et là, succès immédiat. Viral, comme on dirait aujourd'hui. Des millions de téléchargements. Et financièrement, ça a marché, parce que les économiseurs d'écran, souvent, on les copiait. Bah oui, c'est le paradoxe. Très peu de gens achetaient la version complète, en proportion. Mais ça suffisait. Les revenus qu'il faisait chaque mois dépassaient tout ce qu'il avait gagné pendant ces années Amiga. Incroyable. Alors que c'est juste un économiseur d'écran à la base. Comme quoi, et l'ironie suprême, C'est que Microsoft, qu'il critiquait au début, finit par lui acheter une licence. exactement, non? Si, ils ont intégré une version basique, avec juste 3 poissons, dans leur Plus Pack, pour Windows XP, ça s'appelait Plus Aquarium. Le monde à l'envers, créé par déception contre Microsoft et finalement adopté par eux. C'est ça. Et ce succès, il dure encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un produit evergreen. Toujours en vente, version 3.3 maintenant. Et porté sur plein de plateformes. Ouais, PC,
Roku, mobile, on le voit même dans des films, des séries télé, c'est fou. Il a évolué, j'imagine, avec le temps. Bien sûr, ils ont ajouté des poissons, le support écran large, une horloge, on pouvait mettre son logo, puis une grosse refonte en 3D pour la version 3, nouveau décor, encore plus de poissons. Ce qui est intéressant, c'est ce que Sachs disait sur la mentalité des développeurs, Amiga versus PC. Oui, il notait ce contraste. Sur Amiga, l'état d'esprit, c'était essayer des trucs que personne n'a fait. Alors que sur PC, plus tard, il trouvait ça peut-être plus conformiste. Et son aquarium, d'une certaine façon, c'était encore cet esprit pionnier. Oui, je pense. Par le réalisme, la finition technique pour l'époque, c'était assez novateur pour un simple économiseur d'écran. Donc pour résumer, on a ce parcours vraiment unique. Un pionnier du graphisme sur Amiga, Qui connaît une grosse déconvenue avec .c2, et qui ensuite crée un succès mondial énorme et qui dure, avec un économiseur d'écran né d'une insatisfaction perso et de sa passion pour le visuel. une trajectoire qui montre bien que l'innovation, ça prend plein de formes. Ça peut être un jeu complexe, mais aussi une expérience plus contemplative, qui touche des millions par sa beauté, sa sérénité. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Comment un projet, en apparence plus simple qu'un jeu vidéo, juste motivé par une frustration et une obsession du détail, comment ça a pu avoir un tel succès commercial et une telle présence culturelle si longtemps? Qu'est-ce que ça dit de ce qui nous captive vraiment, au fond, dans la technologie au quotidien? Pas forcément le plus complexe. Intéressant comme réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.